Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, alors c'était prévu d'être une conférence, mais en fait je suis pas tout seul, je suis avec Gilles Rotillon qui est ici avec moi, donc ce sera une discussion plutôt qu'une conférence, pour parler de la croissance de l'escalade, de la massification de l'escalade et pour se demander si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ou un peu les 2 ou enfin pour discuter de ce thème. Alors avant de rentrer dans le détail, je vais me présenter. Moi, je suis journaliste, rédacteur en chef de Grimper Magazine. Donc, je m'appelle Lucien Martinez et j'ai une double casquette. Je suis aussi grimpeur, disons falaisiste acharné. Voilà, j'ai une casquette de grimpeur de haut niveau en falaise qui est en plus de ma casquette de journaliste. Et Gilles, je vais lui laisser la parole pour se présenter, il a aussi une double casquette, il est grimpeur et économiste. Gilles, si tu peux te présenter pour la salle. Oui, donc Gilles Rotillon. Alors, moi, ça fait 60 ans que je fais. D'abord, j'ai commencé par l'alpinisme, enfin, en fait, l'alpinisme et l'escalade à Blo en même temps. Et puis, j'ai continué pendant 60 ans, donc je continue d'ailleurs. Alors, sauf l'alpinisme, malheureusement, j'ai arrêté parce que d'abord, je suis vieux et puis des problèmes de santé qui m'empêchent de faire de l'alpinisme, mais je continue à faire de l'escalade. Donc, je suis membre de la FSGT depuis 60 ans aussi. C'est-à-dire, on essaye de développer une escalade qu'on voudrait populaire. Et dans l'idée, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle, la croissance? Je ne réponds pas encore directement à cette question, mais en l'occurrence, il y a une croissance, en tout cas. Moi, je la vois très, 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 très clairement depuis 60 ans. Et on pourra en discuter d'abord avec vous, si vous-même, vous avez cette perception-là. Donc on va, pour aborder ce sujet, on va faire ça en 3 parties. La première partie, on va déjà se demander ce qu'il en est. Est-ce que, après tout, on parle tout le temps de la croissance de l'escalade, de la massification comme d'une intuition. Bon, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe avec l'escalade autour de nous, mais où on en est, quel état des lieux, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vraiment vrai qu'il y a une massification de l'escalade? On va se poser la question. Ensuite, on se demandera pourquoi. Pourquoi l'escalade connaît cette dynamique. Une petite parenthèse voilà, pour se poser quelques questions sur les causes, où Gilles aura quelques trucs à dire là-dessus. Et ensuite, on abordera le vif du sujet, de savoir les avantages, les inconvénients de ça, quoi. Et c'est des questionnements qui sont intéressants avec cette période. Donc, déjà, j'aimerais bien vous donner la parole, voir ce que vous en pensez. À quel point l'escalade est en explosion? Est-ce que l'escalade c'est devenu le foot? Est-ce que pas encore? Est-ce que c'est resté un sport confidentiel? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si certains ont envie de prendre la parole. On va un ou deux avis pour commencer, ce serait pas mal. Ça fonctionne? Ah, super. Bonjour, du coup, moi je suis gérant d'une salle d'escalade à Bruxelles et je fais aussi de l'escalade depuis plus de 25 ans. Euh, Pas au niveau de Lucien, mais à un niveau quand même assez acharné. Et du coup, j'ai vu en tant qu'utilisateur, évidemment, la densification, l'évolution de l'escalade, la massification, je pense comme tout le monde. Et pour répondre à la question un peu, est-ce qu'on est au foot? Euh, En tant que salle d'escalade, il y a plein de choses qui se débloquent plus facilement parce que c'est plus populaire, il y a plus de pratiquants, mais, mais on n'est pas encore à un stade où où tout est facile, c'est tapis rouge, c'est pas non plus en termes de budget par exemple ou de partenariat et tout ça, c'est pas non plus encore tout n'est pas. Par exemple, les athlètes professionnels, c'est pas comme le foot, donc on n'est pas encore à ce stade-là, je pense. Enfin, au stade. Ouais. Mais du coup, voilà, ça c'est mon avis que je peux partager. Merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? C'était intéressant d'avoir un ressenti personnel aussi, sans parler d'avoir des avis, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir des... Enfin, voilà, si vous avez quelque chose à partager à ce sujet.
Salut Lucien. Moi, je suis pratiquant à Fontainebleau. En fait, moi, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est comparer à la démographie. Je pense que la quantité de personnes sur le territoire français a augmenté. Est-ce que ça a augmenté proportionnellement à la quantité de grimpeurs qu'il y avait avant? Et finalement, c'est juste, on a les mêmes pourcentages de grimpeurs vis-à-vis de la population depuis? Ou bien est-ce qu'il y a effectivement une augmentation du pourcentage de grimpeurs depuis, je ne sais pas, plusieurs dizaines d'années? Je pense que c'est comme ça peut-être qu'on peut aborder le prisme de la question. Je peux donner des éléments de réponse par rapport à ça. Ok. De façon très très directe. Oui, oui. Ben, on va donner la parole à Gilles, à moins que quelqu'un d'autre veuille parler. Oh, allez, un troisième témoignage devant au premier rang. Ouais, au premier rang. Oui, massification peut-être, mais enfin quelle massification? C'est-à-dire de quoi on parle? Est-ce que c'est une massification vraiment générale sur l'ensemble du territoire, ou une massification peut-être très urbaine et sur certaines catégories socio-professionnelles? Ouais, je trouve ça intéressant comme réflexion de se demander dans quelle strate de la population on peut observer la dynamique. Et c'est clair qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Gilles, un petit retour. Ouais. Tu voulais prendre. Ah, on avait quelqu'un d'autre là-bas peut-être qui voulait prendre la parole. Un dernier petit témoignage au premier rang aussi. Non, c'est enregistré. Donc. Oui, bonjour. L'escalade, une pratique en croissance. Quelle escalade? Tu faisais référence au foot. Le foot, il y a les pratiquants de club, 2 millions et quelques de licenciés. Et il y a un ballon dans la rue. On tape dans le ballon, c'est du foot. L'escalade, les enfants grimpent à un arbre. Les enfants dans Paris vont sur un balcon. C'est de l'escalade. Ou est-ce que c'est l'escalade des gens qui vont pratiquer dans une salle en payant l'entrée, en allant faire 200 tractions et ensuite en faisant une traversée? Est-ce que c'est de l'escalade? Donc là-dessus, ça serait intéressant de définir un peu l'escalade qu'on voit dans la pratique en croissance. Ok, merci. Merci. Gilles, Oui. à toi. Alors d'abord pour rebondir sur la question de tout à l'heure, il y a un indicateur très très net. Le ministère des Sports fait tous les ans, pas tous les ans, mais tous les 2 ans, je crois, une enquête sur la pratique sportive des Français. Et il y a 20 ans, l'escalade n'apparaissait absolument pas dans ce recensement-là. C'était sous le trait. Alors ça se faisait sur un panel de plusieurs milliers de personnes, donc c'était quand même, statistiquement, ça tenait la route. Et aujourd'hui, quand vous posez la question, maintenant, oui, l'escalade apparaît et elle n'est pas en dernière position des pratiques. Donc ça veut dire quand même que au niveau social, dans la société, elle est reconnue comme une activité qu'on peut voir, qui se manifeste. Deuxième élément, j'ai amené là la première édition du Guide du Cozy Rock, qui est une édition qui date de 1982 et qui recensait les falaises en France qui permettaient de faire de l'escalade. Alors pas grimper aux arbres, hein, faire de l'escalade au sens où tout le monde ici, je suppose, fait de l'escalade avec du matériel, etc. Bon, elle fait 100 pages. En 1999, la 8e édition, 471 pages. Bon, s'il n'y avait pas une croissance de la pratique, on n'aurait pas eu ce passage d'un répertoire de 100 pages à un répertoire de 470 pages. Autre point, le fait que vous soyez là, le fait que le salon existe, c'est évidemment la preuve qu'il y a quelque chose de nouveau qui n'existait absolument pas dans les années 80-90. Dernier élément, aller à Kalymnos, j'ai un copain qui revient des Calanques à La Ciotat, il y avait 3 ou 4 cordées par voie dans la falaise de La Ciotat, qui est quand même une très grande falaise, pas d'un accès hyper facile. Il faisait la queue au pied des voies et dans les relais. Donc oui, il y a évidemment une croissance. Fontainebleau, ça fait 60 ans que je grimpe à Fontainebleau. On voit bien, alors évidemment, il y a des secteurs qui ne sont pas fréquentés. Ce qui est par parenthèse intéressant, c'est que les secteurs fréquentés, c'est les secteurs qui ne sont pas exposés. Les sites de Fontainebleau, il y a des hauts rochers avec des mauvaises chutes, il n'y a personne. Mais les sites faciles d'accès avec des très bonnes chutes et des blocs pas trop hauts, c'est pris d'assaut, et pas seulement par des Français, par énormément d'étrangers. Et c'est très fréquent, maintenant vous allez dans un aéroport, de voir des types débarquer avec des pattes sur les épaules.
ce qui là aussi n'existait pas. Déjà, les pas d'eux-mêmes n'existaient pas il y a 40 ans. Et donc, on ne voyait pas du tout ça. Donc, il y a plein de... On pourrait en rajouter. Hein. Il y a énormément de signes qui montrent que, bien sûr, que l'escalade est en croissance. Kalymnos n'existait pas. À l'échelle, aller à Kalymnos, vous voyez bien qu'on fait aussi la queue au pied des voies. Il y a de plus en plus de secteurs qui sont équipés de plus en plus. Donc oui, l'escalade, tout à fait, se développe du point de vue de la quantité de gens. Alors, pour la question, mais là, on aborde plutôt la fin du débat. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Il faut regarder qui pratique, effectivement. Et suivant la réponse qu'on donne à cette question, on peut considérer que c'est une bonne nouvelle quantitative. Est-ce que qualitativement, c'en est une? Ça, c'est une autre question, effectivement. Merci, merci Gilles. Je vais abonder dans ton sens. Oui, je suis tout à fait d'accord que là, ça paraît évident qu'il se passe quelque chose avec l'escalade depuis, comme tu le dis, quelques décennies, et qu'il y a une accélération un peu plus récente. Là, toi, tu as parlé du recensement du nombre de falaises, etc. On peut multiplier les indicateurs. Beaucoup d'indicateurs montrent qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une dynamique, qu'il y a de plus en plus de falaises, de structures, de pratiquants. Après, plus récemment, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué dans mon expérience personnelle, c'est que quand j'étais au lycée, personne ne grimpait autour de moi, personne ne savait ce que c'était des chaussons d'escalade. Dans ma famille, personne ne grimpait, mes cousins, cousines, ils ne savaient pas ce que c'était. On me prenait pour un hurluberlu un peu. Alors que, un peu plus récemment, petit à petit, moi, là c'est 5 dernières années, je compte pas le nombre de paires de chaussons, de vieilles paires que j'ai données à des cousins, à des cousines, à des amis qui savaient pas ce que c'était l'escalade à l'époque. Je vois bien que ça intéresse plus les gens. Ils essaient de comprendre un peu plus ce qu'on fait, même les non-grimpeurs. Et donc, il y a quelque chose à ce niveau-là. Voilà, et je pense qu'on a tous les grimpeurs ont à peu près la même expérience que moi. Tous les grimpeurs qui ont un peu quelques années de pratique dans les bras, ils ont un peu cette expérience-là. Donc ça, c'est un élément un peu subjectif. Et puis après, il y a quand même aussi un élément un peu intéressant, c'est qu'il y a une enquête qui a été faite récemment qui fait état, donc qui estime le nombre de pratiquants tout confondus, réguliers, occasionnels, etc., à 2 millions en France. Donc c'est quelque chose, c'est un chiffre qui parle de lui-même, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'en gros, des personnes à l'âge adulte, un nombre vraiment conséquent de personnes touchent du doigt l'escalade, quoi. Essayent, grimpent, voient ce que c'est. Donc voilà. Mais j'aimerais bien qu'on nuance un peu quand même. Gilles a parlé des secteurs peu fréquentés de Fontainebleau. Et c'est vrai qu'on s'est demandé, oui, mais quelle escalade? Et si là, demain, je vais en Bourgogne, dans une falaise où il fait un peu froid, où les voies sont un peu dures, ou un peu engagées, ou je sais pas, il n'y aura personne. Et moi, dans mon expérience de grimpeur, ça m'arrive très régulièrement de grimper dans des falaises où il n'y a personne. Et donc, quand même, moi, j'aimerais bien nuancer, parce que la massification de l'escalade, oui, en salle, en milieu urbain. En falaise, on voit bien que sur certaines falaises, il y a des problèmes de fréquentation, on le voit, mais ça reste quand même des cas isolés. Et sur les plusieurs milliers de falaises qu'il y a en France, le constat de la massification est à nuancer, quoi. À part à Séuse, peut-être dans quelques secteurs des Calanques, à Saint-Léger en hiver, pendant les vacances, à Blot sur les week-ends de Pâques. Globalement, y a pas, on ne se marche pas dessus en falaise, quoi. Il faut être honnête, on se marche dessus dans des endroits spécifiques, dans des moments spécifiques, mais le constat global n'est pas qu'on se marche dessus en falaise, à mon sens. J'ai pas de chiffres d'enquête à l'appui, mais voilà. Gilles, je ne sais pas si tu es d'accord, mais... Pas complètement, parce que il y a plusieurs phénomènes qui se sont passés en même temps. Le nombre de falaises a fortement augmenté. Donc le nombre de grimpeurs aussi, mais c'est évident du coup que ça se dissémine. Tous les grimpeurs ne vont pas sur la même falaise. Mais comme il y a beaucoup de falaises... Il y a un effet de dilution, je suis d'accord. Il y a un effet de dilution. Je vous ai dit, cette édition, elle date de 99, ça fait quand même 26 ans. Depuis 26 ans, il s'en est ouvert des falaises. Hein. Si on faisait une édition aujourd'hui, il serait le double de ça, je suis sûr. Donc bien sûr qu'il y a aussi des phénomènes de mode, il y a aussi Bon, hier, par exemple, on discutait, un gars qui est arrivé, il t'a parlé d'une falaise que personne ne connaît, qui est
difficile d'accès. Bon, alors, il y a tous les niveaux, hein, du 8A au 9B, il nous a dit, donc tout va bien. C'est une nouvelle falaise, mais en l'occurrence, ce genre de falaise n'existait pas. Et évidemment que ça va aussi diluer de la pratique. Là aussi, les grimpeurs de haut niveau vont se précipiter sur cette falaise, c'est évident. Donc, bien sûr qu'il y a plus de grimpeurs, plus de falaises, donc on ne peut pas, sur le rapport entre les deux, faire un diagnostic définitif pour dire oui, il y a plus ou moins de monde. Non, globalement, il y a évidemment plus de monde. Et dernier indice, les journaux, il y a dans tous les pays, maintenant, il y a des journaux spécialisés d'escalade. Les falaises ou les blocs s'ouvrent dans tous les pays du monde. Moi, j'ai grimpé en Tchécoslovaquie avant la chute du rideau de fer. Il n'y avait que les blocs de grès de la Bohème où on grimpait. C'était exigeant, il n'y avait pas du tout d'équipement, c'était 20 mètres sans rien, avec des nœuds de corde pour se protéger parce que les freins étaient interdits, etc. Donc c'était très très engagé. Il y avait très très peu de grimpeurs. Aujourd'hui, en Tchéquie, ils ont ouvert des falaises équipées, modernes, et il y a un afflux de grimpeurs absolument énorme. On comptait ils étaient quelques centaines en Tchécoslovaquie il y a 30 ans. Aujourd'hui, Ondra, il est archi connu, il y en a plein d'autres. Les Tchèques sont une nation qui grimpe, évidemment. Moi, j'ai vu grimper des Tchèques avec des chaussons Dr. Geva, hein, entourés avec du scotch autour du pied parce qu'ils n'avaient pas de chaussons d'escalade. Et donc, maintenant, il y a des marques de chaussons tchèques. Il y a des baudriers tchèques, etc. Donc, bien sûr que ça s'est totalement développé. Et encore une fois, il n'y a pas que l'Asie, c'est pareil, l'Afrique, c'est pareil, l'Amérique latine, c'est pareil, etc., etc. Donc, évidemment que l'escalade se développe archi partout. Pour des raisons qu'on va aborder, mais... Et d'ailleurs, c'est marrant que tu prennes l'exemple de la République tchèque parce que nous, dans le cadre de Grimper Magazine, on a eu la chance de faire une interview il n'y a pas longtemps, assez long, d'Adam Ondra, qui sera apparaître prochainement. Mais il racontait l'histoire de ses parents avant la chute du rideau de fer, justement. Et à l'époque, pour eux, alors ils avaient essayé de rentrer dans l'équipe nationale d'alpinisme. Et l'objectif de ça, pour eux, c'était de pouvoir aller grimper à Biux. Le rêve absolu des Tchèques, les grimpeurs à l'époque, c'était d'aller grimper à Biux. Et le grand sésame, c'était de réussir à intégrer cette équipe pour aller pas spécialement à Biux. Ça montre à quel point le choix des falaises était beaucoup plus restreint dans l'imaginaire. Maintenant, les Tchèques, ils pensent pas qu'à Biux, quoi. Ils pensent à beaucoup d'autres choses. Mais voilà, et c'est vrai, bien sûr, croissance, la croissance, il y a une myriade d'indicateurs qui le montrent. Alors, Gilles, pourquoi cette croissance ? Quels éléments, assez rapidement, parce qu'après, il faut qu'on rentre dans le vif du sujet, mais tu as écrit un bouquin là-dessus, carrément, toi. Entre autres, ouais. Je dirais, il y a deux phénomènes qui se sont passés. Le premier phénomène, qui date des années 70, milieu des années 70, c'est l'équipement des falaises. Et cet équipement, il est dû aux grimpeurs. Les grimpeurs ont développé les falaises sur lesquelles ils grimpent. Alors, équiper les falaises, ça voulait dire mettre des points suffisamment rapprochés pour que la chute devienne un moyen de progression. Pas une sanction qui pouvait entraîner des blessures graves. Un moyen de progression. La chute devient... pas obligatoire évidemment, mais possible, ce qui permet d'aller au maximum de ses possibilités. Je vous parlais de la Tchéquie. À l'époque, en Tchéquie, le niveau maximum atteint, c'était 7A+, 7A+, avec 20 mètres de chute potentielle, voire au sol. Aujourd'hui, ils font du 9, évidemment dans des conditions complètement différentes, avec des protections comme on a des protections dans nos falaises, donc où la chute devient normale. Bon, donc ça, il y a eu ce mouvement d'équipement des falaises qui a développé la pratique. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je veux dire que la FSGT a joué un rôle important. On a créé Autroche dans les années 74, on a dû commencer en 75-76, puis elle a été ouverte, je crois, en 78. Le premier topo, il date à peu près de cette date-là. Ça n'existait pas ailleurs. Il n'y avait pas de falaise. Moi, j'ai grimpé à Safre, la montagne a des 2 pitons sur 40 mètres. Le premier à 25 mètres et le deuxième 3 mètres sous la sortie. Personne ne pouvait faire cette voie-là s'il n'avait pas 2 niveaux au-dessus. C'était impossible. Donc aujourd'hui, la montagne est équipée avec un piton tous les 3 mètres, ou voire moins, et dire une voie accessible à ceux qui sont d'un niveau 3 ou 4, sans problème. Bon, donc il y a eu ce phénomène d'équipement des falaises qui a permis l'entrée d'un public beaucoup plus important qu'avant,
et qui étaient en plus indépendants de premiers de cordée, pas forcément nécessaires, puisqu'on pouvait apprendre par essai-erreur. Bon, ça, c'est un premier mouvement. Et puis parallèlement, à peu près à la même époque, au début des années 70, alors là, au niveau mondial, il s'est passé quelque chose dans l'économie, je reprends ma casquette d'économiste un moment, c'est que les gains de productivité dans les activités classiques, dans les secteurs traditionnels de l'industrie, des services, etc., ont dégringolé. Ils sont passés de 4-5% au niveau mondial à 1%, et aujourd'hui, ils sont proches de zéro. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des capitaux qui cherchent à s'investir ne trouvent plus des sources de rentabilité suffisantes dans les secteurs traditionnels. C'est des milliards de dollars qui cherchent à s'investir partout. Quelle est la solution pour des capitaux? Puisque dans les secteurs traditionnels, c'est plus possible, il faut le faire dans des secteurs nouveaux. Et donc, on investit des secteurs qui, jusqu'à présent, échappaient aux critères de la rentabilité. Qu'est-ce qu'il y a comme secteur dans ce domaine-là? Il y en a 3 ou 4 que vous connaissez tous. Il y a le domaine des données personnelles, l'information, qui n'existait absolument pas il y a 30 ans. Il y a la santé, il y a l'éducation et il y a les loisirs. Les loisirs, c'est l'ouverture du marché des loisirs qui avant n'était pas marchand. Les grimpeurs qui faisaient de l'escalade, qui étaient en falaise, étaient avec leur argent. Ils ne cherchaient pas du tout à vendre une activité, ils essayaient d'assouvir leur passion. Bon. Mais du coup, comme en plus ça a développé la pratique, le capital y a vu une possibilité de rentabilité avec une masse. En plus, comme ça, c'est un élément de réponse à la dernière question, qui était à un niveau de pouvoir d'achat suffisant pour pouvoir être solvable. Et donc, s'est développé au niveau mondial des marchés de l'escalade. Marché du matériel, marché des salles d'escalade, etc., qui donnaient une possibilité de rentabilité qui n'existait pas auparavant. Et ça a permis de créer des métiers nouveaux. Grimper, le dernier numéro, recense 10 métiers différents dans le domaine de l'escalade. 14. 14. Enfin, pourtant, je l'avais. 14, encore plus. Et donc, tous ces secteurs-là, qui n'étaient pas du tout marchands avant, sont devenus le vecteur d'un développement. Bon, et la création des salles d'escalade aujourd'hui le prouve, le salon le prouve. Baladez-vous dans le salon, clairement, tout est marchand. Et donc, ça a été permis par les grimpeurs, qui n'étaient pas au départ motivés par des problèmes de marchandisation d'activité. Mais donc les deux mouvements sont développés parallèlement. Et puis dans la dernière période, c'est le marché qui a pris l'avantage, évidemment, qui a développé, parce qu'il a le moyen de développer de façon beaucoup plus importante ce secteur nouveau des loisirs. Et ce n'est pas un hasard si l'escalade est aux Jeux Olympiques de ce point de vue-là. Réfléchissez, il y a 3 activités nouvelles qui ont été aux Jeux Olympiques. L'escalade, le skateboard et le breakdance. 3 activités en plein développement économique, de jeunes, permettant donc des marchés solvables. Et c'est ces activités-là qu'on retrouve aux Jeux Olympiques comme étant évidemment des futurs vecteurs de développement pour la rentabilité des capitaux qui cherchent à s'investir. Bon, il n'y a pas que dans ce domaine-là, il y a d'autres domaines sportifs où c'est la même chose. L'ensemble des loisirs sont touchés par ce mouvement général. Et l'escalade est arrivée au bon moment pour le marché, pour servir de base de développement. Merci, on va pas s'éterniser sur cette question, mais c'est vrai qu'on voit bien que moi je suis d'accord que le boom récent de l'escalade, c'est lié à l'émergence des salles privées dans les grandes villes. On voit bien que c'est ça. Et je rajouterais, alors je pense que c'est étayé, mais pour ce qui est du développement en particulier d'une activité comme l'escalade, je pense qu'il faut aussi voir le fait que dans une grande ville où l'espace est très cher, on peut mettre une assez grande densité de personnes dans un petit espace. C'est-à-dire que si je prends un terrain de tennis au milieu d'une grande ville, on peut mettre 2 personnes dans l'espace d'un terrain de tennis. C'est beaucoup moins rentable qu'une petite salle où il va y avoir 50 personnes dans 300 mètres carrés pendant toute une soirée, voire toute une journée. Donc voilà, il y a ça aussi qui explique que spécifiquement l'escalade, c'est attirer les faveurs des investisseurs. Donc voilà, quelques éléments d'explication. On va avancer et puis maintenant faire un peu de jugement de valeur. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est une bonne nouvelle, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle, cette dynamique?
Est-ce que quelqu'un dans le public voudrait donner un avis sur la question avant qu'on attaque? On va en prendre 2-3, pas plus pour avancer. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour, moi je grimpe très occasionnellement en salle uniquement. Ça fait 1 an à peu près que j'ai commencé. Et j'ai remarqué que les salles faisaient un marketing plutôt agressif quand même pour essayer de vendre absolument les entrées, attirer de nouvelles personnes. Et donc ça marche très bien puisqu'au final il y a une fréquentation qui a vraiment augmenté au niveau des salles. Et on le voit même quand on y va, c'est très compliqué, il y a beaucoup d'attentes. Donc c'est un peu compliqué. Et du coup, la conséquence, c'est l'augmentation des prix parce qu'on voit que l'escalade coûte de plus en plus cher. Et donc si ça coûte de plus en plus cher, ça attire forcément que des personnes qui ont les moyens de s'offrir ce sport. Et du coup, je pense qu'il y a un problème d'accessibilité aujourd'hui de ce sport qui pourrait être destiné à tout type de personnes avec tout type de revenus. Et aujourd'hui, avec l'augmentation des prix, c'est pas possible pour tout le monde. Je m'entends pas. Moi, je travaille dans le domaine de l'escalade, donc je suis ouvreur et moniteur. Donc d'un côté, la croissance de l'escalade, moi, ça me permet de travailler. Ça crée de l'emploi, etc. Beaucoup de choses, donc j'en suis content. Et de l'autre côté, en tant que pratiquant depuis plus d'une dizaine d'années, on voit un changement dans la culture de la grimpe, dans la mentalité des pratiquants en salle privée surtout, que ce soit néophytes ou même maintenant des gens qui ont progressé ou qui ont évolué dans ces salles depuis le début et qui ont très peu de ce qu'on pourrait appeler de la culture de la grimpe, de la mentalité de la grimpe, etc. Qui sont des notions peut-être un peu floues, mais qui pour des personnes qui pratiquent depuis longtemps, je pense, ça leur parle. Et voilà, donc c'est ambivalent. D'un côté, on s'en réjouit et on regrette l'idée qu'on avait de ce que c'était avant. Voilà, j'espère que c'est clair. Il y a une question devant et une question tout au fond. On va prendre les deux. Encore une devant, ouais, au premier rang. Moi, c'est pas une... Oui, c'est pas une question, c'est un jugement de valeur. Excuse-moi, je t'en prie. Donc, moi, personnellement, j'ai adoré l'escalade. Et en particulier, j'avais découvert l'escalade vraiment en dehors. Parce qu'avant, je faisais de l'escalade sauvage, ça s'appelait même pas de l'escalade. J'étais môme, je grimpais. Mais quand j'ai découvert l'escalade à Fontainebleau, j'ai trouvé ça extraordinaire. À la limite, l'adversaire, le champion du monde, il t'attend tous les jours, presque. Et tu peux grimper à toute heure quasiment, et tous les jours, 7 jours sur 7. Donc, j'ai trouvé ça extraordinaire. Moi, en tant que pratiquant, sportif. Et donc, pour moi, l'évolution actuelle de l'escalade, le fait que des gens fassent de plus en plus d'escalade, y compris à travers les blocs, je trouve ça super. C'est un sport magnifique. Après, on parle de la question de la culture, mais non, c'est une évolution culturelle. Et surtout, c'est une culture, l'escalade. Donc, c'est pas parce qu'on a découvert l'escalade en bloc et sur la résine qu'on doit y rester. Mais moi, je vais pas me lamenter sur le fait que Alors après, comment rendre les conditions pour que l'escalade de qualité soit possible pour le plus grand nombre? C'est ça la question, y compris quand c'est dans des salles, à des conditions d'accès. Mais moi, il ne faut surtout pas regretter que ça se développe. Au contraire, il faut accompagner le développement. Voilà. Et surtout, il faut contribuer à la formation tout azimut des pratiquants néophytes. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas commencé comme nous que leur activité est nulle. Merci. Au fond là-bas, un autre jugement de valeur. C'était à la fois une remarque et éventuellement un jugement de valeur. Du coup, sur la croissance, vous en avez un petit peu parlé sur l'équipement des falaises. Ce qui a rendu l'escalade plus populaire, c'est l'aseptisation de l'activité. Et ça s'est passé par l'équipement, mais ça s'est aussi passé par la salle, puis par la moulinette, puis par l'auto-enrouleur, par l'escalade de bloc. Donc plus c'est aseptisé, plus c'est accessible pour le grand public. Et tant mieux, comme vous disiez, que plus de personnes puissent accéder à cette belle activité. Mais la question, c'est est-ce que ensuite ces personnes-là peuvent aller vers l'activité que certains ont aussi la
chance de connaître, qui est moins aseptisé et de mon jugement plus riche du coup, puisque la notion notamment d'engagement est quelque chose qui est extrêmement intéressant dans l'escalade et plein de pratiques tendent à supprimer cette notion-là. Merci. Oh là là, tout le monde veut prendre la parole. La boîte de Pandore. Beaucoup de jugements de valeur. Faut pas donner la parole au public. On fait un petit temps d'échange et on vous redonne la parole juste après. Déjà, on va rebondir un peu sur ce qui a été dit. On a entendu le mot ambivalence. C'est sûr qu'on est tous partagés. On est tous partagés par rapport à cette croissance. Enfin, moi, je me souviens les 2 derniers JO, enfin les 2 seuls JO où il y a eu l'escalade. J'ai regardé ça avec ma famille, avec des non-grimpeurs. J'étais tellement heureux de partager ce moment avec eux, de m'asseoir. Bon, c'était devant l'ordi, vu que c'était pas rediffusé à la télé, c'était en streaming, mais devant l'ordi, et puis de leur expliquer, de voir qu'ils s'y intéressaient, etc. Et ben ça, c'est aussi lié à la croissance de l'escalade. Et donc, il y a quand même clairement, du point de vue affectif, hein, moi je trouve qu'il y a clairement des super côtés de pouvoir partager cette mythologie avec plus de gens. Même dans les sports de masse, tout le monde ne suit pas les sports de masse, mais c'est quand même sympa. Je trouve que le concept de sport de masse, il est super sympa. C'est quelque chose avec une personne qu'on ne connaît pas, qu'on croise dans la rue, c'est quelque chose dont on va pouvoir discuter, quoi, comme la pluie et le beau temps. C'est un point, moi je trouve, c'est un point quand même vraiment important, quoi. Vraiment important. Gilles, à ce sujet, Oui. une remarque, hein. Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs points de vue qui ont été exprimés. Alors, d'abord, je pense que, je rebondis sur un terme qui ne me plaît pas du tout, c'est l'aseptisation. L'aseptisation, c'est souvent utilisé pour dévaloriser. On dira c'est aseptisé, c'est pas de la vraie escalade, etc. Non, en réalité, l'aseptisation, ce qu'on appelle l'aseptisation, c'est effectivement ce que j'appelais tout à l'heure, le fait de rendre la chute un moyen de progression. S'il n'y avait pas ça, alors c'est sûr que c'est pas aseptisé. Hein, quand vous faites une voie où il n'y a pas un point, Alex Honnold, il ne fait pas de l'activité aseptisée. Hein. Mais... Et même pour être un peu plus provocateur, c'est pas Edlinger qui a développé l'escalade. Parce que voir un type grimper en solo dans une voie visiblement difficile, ça donne évidemment pas envie aux gens de l'imiter. C'est clairement réservé à une petite catégorie de gens qui ont des conditions personnelles, psychologiques, physiques, telles que ça leur permet de faire ça. C'est formidable, c'est très beau à voir. Il a été très important pour l'image qu'il a donnée de l'escalade. Mais certainement pas la source du développement de l'escalade. Et donc, ce qui a permis le développement, encore une fois, c'est l'équipement des falaises. C'est le Goujon de 12 qui a développé l'escalade, c'est rien d'autre. Vous retirez aujourd'hui les falaises, vous les déséquipez, vous dégringolez la population de grimpeurs, c'est terminé, il ne restera plus que des alpinistes. Donc je pense que c'est un mouvement de fond. L'escalade s'est autonomisée, elle ne s'est pas aseptisée, elle s'est autonomisée par rapport à l'alpinisme. Elle est devenue une activité en propre. Pas complètement différente, évidemment. Quand on fait de l'alpinisme, on fait de l'escalade au sens de la gestuelle, bien sûr, mais une autre forme d'escalade, une escalade où la chute est interdite. Et donc, l'escalade, elle a coupé ce cordon-là. On ne risque pas de se tuer de façon structurelle en faisant de l'escalade. On peut se tuer comme on peut se tuer en traversant la route ou en faisant du vélo. Le vélo est beaucoup plus dangereux que l'escalade, par parenthèse, hein, en l'occurrence, y compris en loisir. Donc, l'escalade n'est pas du tout une activité qu'on pourrait qualifier de dangereuse en réalité. C'est une escalade qui a été rendue praticable sans grand risque. Bon, premier point. Donc, autonomisation de l'escalade. Et dans un deuxième temps, ce qui se passe dans les salles d'escalade, c'est aussi une forme d'autonomisation. C'est pas bien ou mal, c'est de plus en plus autre chose. Autre chose à plein de niveaux. Autre chose au niveau des prises, par exemple. Les prises dans les salles d'escalade n'existent plus dans la nature. À tel point d'ailleurs qu'il y a très récemment, Jacob Schubert s'est plaint en disant qu'il faudrait peut-être retrouver un petit peu l'escalade avec du blocage sur des petites prises, des choses qu'on trouve dans le milieu naturel, mais pas des run and jump ou des skates qui sont très très beaux, qui sont gymniques, qui sont formidables, qui évidemment n'existent quasiment pas dans le milieu naturel. Donc
il y a une relative, en ce moment, autonomisation de la pratique en bloc. Et il peut y avoir deux possibilités, il y a des scénarios possibles. Soit elle s'autonomise pratiquement complètement, c'est-à-dire la grande majorité des grimpeurs de salle ne font que de la salle, soit, comme ça se passe pour l'escalade en alpinisme, la pratique de l'escalade en bloc rejaillit en partie sur l'escalade en milieu naturel. C'est typique à Fontainebleau. Vous allez à Fontainebleau, vous voyez aujourd'hui des voies qui n'existaient pas il y a 10 ans. Toutes les voies en compression, des trucs surplombants à 45 degrés sans aucune prise, on a une main de chaque côté, un pied de chaque côté, on fout des claques comme ça, bah, ça n'existait pas avant. Et pourquoi ça existe? Parce que c'est ce qui s'est développé en salle. On a développé des qualités physiques en salle qui permettent de faire ça. Donc, on le voit dans la nature. En alpinisme, on voit des gars qui font des voies d'alpinisme avec du 8C dans les voies d'alpinisme. Avec, par exemple, je ne sais plus comment elle s'appelle, la voie, le truc de lune, je ne sais plus, à la face sud du Fou. Une voie qui avait été ouverte par, je ne me rappelle plus, mais enfin qui a été refaite par Cédric Lachat en libre. Il y a un speed de 8 avec un pas de 8 10 mètres au-dessus. Bon, bah, c'est possible parce qu'il avait développé la capacité dans les savalaise à aseptiser, évidemment. On ne peut pas commencer à faire de l'escalade à ce niveau-là en montagne dans ces conditions. Il faut avant avoir appris la technique qui permet la possibilité de chuter. Donc oui, il y a une transposition, mais elle est très très faible, mais il y en a une. Comme il y aura une transposition des salles dans le milieu naturel. Et donc, en ce sens-là, bah, tant mieux, il faut encourager ça, bien évidemment. Mais moi, je pense plutôt qu'on va, quand même, le scénario le plus probable, c'est une autonomisation encore plus importante si la gestuelle dans les salles d'escalade continue sur le chemin où elle est. C'est une gestuelle de plus en plus gymnique, qui est intéressante. Hein. Je la critique absolument pas, mais qui est autre chose. Clairement. Et ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est pas la même escalade, effectivement, qu'on trouve en milieu naturel. Bon, Lucien, il a fait trois solutions de continuité là, à Céuse, où là, c'est de l'escalade qui ressemble avec 3 jetés successifs énormes. Hein. Là, ça se transpose. C'est vrai. Tu vois, tu as parlé d'une scission de l'escalade aventureuse, on va dire, et montagnarde d'aventureuse à l'escalade sur Speed 2.12. Donc là, c'est l'escalade sécurisée. Moi, je suis un enfant de l'époque de l'escalade sécurisée. J'ai découvert ça. Mais l'explosion, la croissance, l'évolution de l'escalade, moi, même moi qui suis déjà issu de cette époque-là, je suis dépassé par la nouvelle époque. C'est-à-dire que dans les salles commerciales, on a parlé des prix un peu élevés, etc. Je trouve ça cher, j'ai pas de dévers pour m'entraîner pour la falaise, j'ai pas le droit de me mettre torse nu, j'ai pas le droit d'avoir de la magnésie en poudre. Je suis un peu perdu, quoi. Là, mais c'est plus mon monde, en fait. Et c'est vrai que on a, même il y a encore eu, on est allé encore plus loin dans l'évolution, et c'est vrai que moi, ça me, et je pense qu'on est beaucoup, enfin, on est toute une génération dans ce cas à plus s'y retrouver, quoi. On est dépassé, c'est plus avec et c'est pas pour dire que je suis contre ces dynamiques, qu'il n'y ait pas de magnésie en poudre dans une salle parisienne bondée, évidemment que je comprends. Qu'il n'y ait pas droit de se mettre torse nu, bon, c'est peut-être plus discutable, mais je comprends aussi le truc. J'ai parlé avec tellement de grimpeurs qui commençaient et qui trouvaient ça nul de voir les gens torse nu. Mais après, c'était la culture, quoi. C'est comme sur la plage, tout le monde est torse nu, on ne se pose pas la question. Et voilà, mais c'est vrai qu'il y a... Il y a un basculement. Nous, on a perdu quelques repères, et sans faire les réactionnaires, c'est un peu tristoun pour nous de voir ça, même si on comprend, quoi. Et alors, juste une toute petite remarque sur ce qui a été dit sur le fait que les prix sont maintenant assez exorbitants à la séance dans les salles d'escalade. C'est vrai. Mais il y a un confrère qui a eu, c'est pas ma réflexion, mais un confrère qui a eu une réflexion très intéressante sur le sujet, qui a un peu retourné le truc et qui disait que c'est pas si cher, en fait, quand on y réfléchit au prix de l'abonnement, voire même du prix de la séance, si on utilise à fond le service. C'est-à-dire que peut-être un abonnement à 500 €, si j'y vais une fois par semaine, 1 heure, c'est quand même assez cher.
Mais potentiellement, je peux y aller toute la journée, télétravailler dans la salle, me doucher 25 fois par mois dans la salle, faire tout mon sport, tout mon loisir, tout ça en illimité pour 500 € à l'année. Et que de ce point de vue-là, c'est pas du tout cher, quoi. Si on y passe beaucoup de temps et qu'on surutilise la chose, on peut rencontrer des gens, c'est un bar, c'est un endroit pour faire du télétravail. Donc voilà, c'était une petite nuance. Je trouvais ça super intéressant, cette réflexion. C'était voilà. Par rapport à la marchandisation, au fait que c'est cher, ça dépend. C'est pas cher pour toutes les utilisations. C'est quand même cher pour une catégorie sociale. C'est pas cher pour les CSP, CSP+, mais pour des gens qui sont au chômage, qui sont exclus, c'est très cher. Évidemment, c'est impossible, hein. Donc tout dépend. Et pour moi, c'est le côté un peu négatif du développement de l'escalade, c'est qu'il est réservé pour l'instant à des milieux sociaux très favorisés. Donc c'est dommage. C'est ce qu'on essaye de contrer à la FSGT. Mais même à la FSGT, la grande majorité des adhérents, c'est des gens qui ont les moyens, qui peuvent effectivement dépenser quelques dizaines d'euros par mois sans problème, donc qui peut se payer, d'ailleurs qui utilisent des salles privées, hein, sans problème. Donc le milieu social de l'escalade, il reste encore très marqué, y compris par les origines de l'alpinisme. Ça a toujours été un sport bourgeois, l'alpinisme. Et l'escalade reste encore aujourd'hui majoritairement pratiquée par des gens qui ont les moyens. Ça, sociologiquement, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc moi, je trouve ça très dommage, par contre. Ça, c'est un côté très négatif pour moi. On avait une question au deuxième rang ici. Bonjour, c'est pas une question, c'est une remarque et ça rejoint en partie ce que vient de dire Gilles, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs remarques sur le coût des salles privées qui effectivement se développent beaucoup très vite, mais il y a de l'escalade associative aussi, c'est-à-dire qu'il y a des clubs, il y a des clubs de sport, il y a des clubs associatifs qui existent. Alors ça renverse pas effectivement la sociologie des adhérents, mais en termes d'accessibilité financière, c'est vraiment une toute autre histoire d'une part. D'autre part, en termes de ce que ça porte, quelqu'un parlait de culture de la grimpe, effectivement c'est un peu flou, on ne sait pas trop de quoi on parle. J'avais lu une stat, je ne sais pas si elle est toujours vraie, sur les personnes qui commencent l'escalade en salle de bloc privée, enfin sur les personnes qui pratiquent en salle de bloc privée, et le taux de personnes qui étaient débutantes, enfin qui en faisaient depuis très peu de temps, était énorme, quoi. C'est-à-dire 50%, c'est des gens qui sont là depuis 1 an ou 2 ans, ce qui tend à prouver qu'il y a toute une part des pratiquants de salles privées qui restent pas, quoi, qui en font 1 an ou 2 puis qui partent, enfin, alors que dans les clubs, on a des gens qui pratiquent depuis 10, 20, 30, 60 ans comme Gilles ici. Et du coup, moi, à mon avis, c'est aussi parce que ce que ça apporte, les clubs et l'escalade associative, ça apporte d'autres choses. C'est-à-dire qu'au-delà de la pratique, ça ouvre d'autres horizons. Ça ouvre l'horizon de la SAE vers l'extérieur. Ça ouvre des horizons vers d'autres types de pratiques, généralement l'escalade, mais éventuellement d'autres types de pratiques en montagne. Ça ouvre des horizons sur tout type de projet. Je ne les développe pas ici. Et pour moi, c'est aussi ça qui tient nos adhérents dans nos clubs, quoi. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de grimper, de payer notre bière et puis de rentrer chez nous. On fait des tas d'autres choses ensemble. Voilà. Alors, en effet, ça, on l'a pas dit, mais c'est clair qu'on a principalement parlé des salles commerciales qui sont en fait le facteur du boom de l'escalade, enfin qui sont la nouvelle forme d'escalade qui explique le boom, mais ça s'est ajouté à la strate déjà existante et très importante des clubs et des assos et des petites structures pour les adhérents sur créneau, etc. Encore que, moi, j'ai 2-3 exemples où il y a eu concurrence. Là où moi j'ai commencé l'escalade à Montauban, la salle dans laquelle j'ai commencé, qui était une petite, pas si petite, une salle de bloc associative, exclusivement associative, où pour aller grimper, il fallait être adhérent, etc. Les gérants de la salle associative l'ont détruite pour créer une salle commerciale. Et il y a eu quelque chose d'un peu ressemblant à Millau, et je crois que c'est pas des cas forcément isolés, et que quand même, malgré tout,
Il y a eu, voilà, ça c'est un des effets, bonne ou mauvaise nouvelle. Moi, je comprends, enfin, sans faire de jugement, de savoir que la salle dans laquelle j'avais commencé avait été détruite, ça m'a fendu le cœur quand même. J'ai trouvé, en plus, elle était géniale cette salle. Après, voilà, c'est donc oui, ça, les strates se sont ajoutées, la dimension club asso est toujours clairement présente, mais il y a eu des endroits où il y a eu de la concurrence, quoi. Voilà. Et il y a des endroits, juste, je finis, d'autres endroits où il y a eu une synergie. Par exemple, à Fontainebleau, il y a une salle associative qui bénéficie pour ses adhérents de tarifs préférentiels dans toutes les salles commerciales autour, et ça marche super bien, et l'asso se porte à merveille, et voilà. Je crois que le tableau serait totalement incomplet si on ne parlait pas de l'escalade à l'école. Parce que, bon, dans la salle, il y a Yves, qui est le pionnier de l'escalade à l'école, puisqu'il a développé le premier mur dans une structure scolaire au lycée de Corbeil, de façon sauvage, hein, pendant les vacances de Pâques, sans aucune autorisation administrative. Ça a été considéré comme... Bon, le proviseur a finalement accepté la chose, mais en l'occurrence, il n'y avait pas du tout l'éducation nationale derrière lui qui a dit voilà, il faut aller dans ce sens-là, l'escalade est une activité super et tout. Et depuis que l'escalade a été créée à l'école comme ça, et ben ça s'est développé partout. L'escalade, je crois, c'est le 3e sport le plus pratiqué à l'école, du niveau élémentaire jusqu'au niveau lycée. Donc c'est devenu une activité qui échappe au club en partie, alors pas totalement en partie, parce que tout à l'heure il y avait un débat, une intervenante, elle avait fait ses études au lycée de Corbeil où il y avait ce mur d'escalade précisément. Et donc il y a plein d'anciens élèves qui ont découvert l'escalade au lycée et qui se sont mis à faire de l'escalade. Donc, et c'est hyper riche parce que ce que permet l'escalade au lycée par rapport à l'école par rapport à d'autres sports, c'est un renversement complet des hiérarchies. Les filles deviennent largement compétitives par rapport aux garçons, et souvent même meilleures. Elles sont plus souples, elles ont un rapport poids-puissance favorable, alors que les gros durs qui jouent les costauds dans les activités classiques, eh ben, ils se retrouvent au contraire très handicapés sur de l'escalade. Donc c'est super intéressant du point de vue de la vie en société. On voit qu'il n'y a pas une hiérarchie définitive, le mâle devant la femelle, et puis circuler, il n'y a rien à voir. Donc ça, c'est l'aspect très positif du développement de l'escalade. L'escalade à l'école, c'est quelque chose de formidable, et il faut évidemment continuer dans ce sens-là. Je crois que Gilles, il est temps de dépasser la question un peu. Absolument. On a fait la colonne des plus, on a fait la colonne des moins. On a parlé des métiers passion, des opportunités de vivre de sa passion, de partager des choses avec plus de gens. Des petits problèmes que ça peut causer. On n'a pas trop parlé des problèmes de surfréquentation des sites naturels. Des calanques qui sont... il y a certaines parties des calanques où il faut s'inscrire, de la patine, des prises, etc. Il y a quelques effets pervers en milieu naturel. Il y a des effets bénéfiques, mais... moi, je crois qu'il y a un truc qui est super important pour moi, que j'aimerais aborder pour conclure cette discussion. C'est qu'avec la massification de l'escalade, à mon sens, il y a le spectre de la perte de sens qui nous guette. Si on regarde les sports de masse, avec un effet, l'effet pervers de l'argent, je dirais, ou quoi, on voit des dysfonctionnements, des choses qui sont complètement aberrantes. Si on regarde par exemple le Tour de France, ce que c'est devenu, c'est magnifique, liesse populaire, tout ça. Mais on se retrouve avec plus de voitures que de cyclistes. On se retrouve avec des cyclistes qui prennent l'avion entre 2 étapes pour faire une jonction plus rapidement. On se retrouve avec des choses complètement aberrantes. Et avec l'escalade, je trouve, avec cette avancée, cette dynamique de l'escalade, je trouve qu'on commence à avoir quelques indicateurs inquiétants en termes de perte de sens. Et je pense que on n'en est pas du tout, là, mais il faut se méfier quand même. On a vu il n'y a pas très longtemps la Fédération internationale de l'escalade qui a fait
qui a organisé 2 compétitions de promotionnelles pour le prince le prince saoudien Mohammed Ben Salman. C'était pas des coupes du monde, hein, c'était des compétitions promotionnelles d'un projet privé, donc c'était vraiment très Le truc à Néom, là. le truc à Néom. C'était pas pourquoi ils n'ont pas organisé une coupe du monde, voilà. Enfin, je trouve qu'en termes de il y a des indicateurs, on se dit voilà, quand on parlait d'aseptisation des sites naturels, il y a une dynamique travaux en site naturel qui est un peu, moi, qui me perturbe. J'ai peur qu'on arrive à un moment où on va bétonner le pied des falaises parce qu'ils sont trop dangereux. Et ça, c'est antinomique, le fait d'aller en milieu naturel et d'augmenter la quantité de travaux et d'aménagements. Voilà, moi je crois qu'il y a pas mal d'indicateurs qui sont liés à la massification de l'escalade et qui sont un peu inquiétants et sur lesquels je trouve qu'il faut être vigilant, quoi. Je sais pas si tu es d'accord, Gilles, mais... Alors, ouais, globalement, je suis assez d'accord, mais faut regarder les choses, à mon avis, dans le détail. Le mouvement qui se passe, c'est encore lié au marché, hein. Il faut rendre l'escalade accessible de façon non dangereuse. Bon, l'extrême, d'une certaine façon, c'est l'Everest. Pourquoi l'Everest, il se passe ce qui se passe à l'Everest? Parce qu'on a retiré au maximum le risque de mort. On en a fait un produit commercial. Alors, ça coûte très très cher. Là par contre, il n'y a pas de photo, hein. Mais en l'occurrence, il y a des queues de 250 personnes. Sur l'Everest, il y a un problème de perte de sens aussi. Ah, totalement. Ouais. Totalement de perte de sens par rapport à l'alpinisme. Bon, il n'y a pas que l'Everest, mais l'Everest, c'est vraiment l'image la plus négative qu'on peut s'imaginer de ce qu'était l'alpinisme, évidemment. Donc, pour l'escalade, il peut se passer évidemment la même chose. Le bétonnage des voies et tout. Alors, à mon avis, c'est lié, enfin, le contre-feu par rapport à ça, c'est d'essayer de revenir au moment où c'était les grimpeurs qui étaient responsables de leur pratique. Donc, de l'équipement des falaises, de leur entretien, ça existe toujours. Dans les comités départementaux de la FFME ou à la FSGT ou au CAF, ça se passe comme ça. Mais en même temps, il y a aussi tous les hors-clubs qui sont des consommateurs, globalement, qui utilisent des biens communs qui ont été créés par les grimpeurs et qui, y compris, ont des réactions du genre « Ah, mais moi, ce piton-là, je ne le trouve pas bien mis, ça aurait été mieux de le mettre plus bas, etc. » Les mecs n'ont jamais touché un perforateur de leur vie. Donc là, effectivement, il y a une perte de sens dans le côté historique du développement de l'escalade par les grimpeurs eux-mêmes. Mais les grimpeurs, ils en sont petit à petit dépossédés. Il y a des tendances dans les régions à payer des entreprises pour équiper les voies. Et ils ne le feront évidemment pas avec un sens de l'escalade. Ils ne se feront pas en fonction du rocher. Ils vont le faire de façon mécanique, en mettant des points, pouf, pouf, pouf. Et Delinger faisait ça dans le temps. À Céus, il ouvrait des voies, il descendait en rappel, il faisait 3 brassées, un spit, 3 brassées, un spit, sans se préoccuper si on était bien pour mousquetonner au moment où il mettait le spit. Donc il y avait des voies qui étaient horribles par rapport à ça. Bon, bah, ça, c'est une façon mécanique. Aujourd'hui, les très bons grimpeurs, ils font pas ça. Ils réfléchissent à leur placement, ils utilisent les prises, ils voient, ils vont mettre les points d'assurance, etc. Bah, il faudrait que ça aille dans ce sens-là pour l'ensemble des falaises, que les grimpeurs réinvestissent d'une certaine manière. Et pour l'instant, malheureusement, c'est pas ce qui se passe. La tendance, c'est plutôt d'aller voir des boîtes. Plus en plus on certifie les falaises, bah, plus ça risque d'aller dans ce sens-là. Parce que, bah oui, attention, il n'y a pas eu Veritas qui est passé, donc votre falaise, vous ne pouvez pas y accéder. Voilà, ça, c'est une perte de se poser sens. la question si une falaise certifiée, tout ça, il y a un truc qui cloche quand même. Oui, il y a un truc qui cloche, ça c'est évident. Quelques remarques, questions, jugements de valeur dans le public. Yves, un autre jugement de valeur? Alors moi je voulais témoigner un peu à la suite de Flora. Moi je vois l'évolution. Moi c'est le rapport grimpe en résine et grimpe en site naturel. Et j'ai 2 exemples. On a la FSGT. Moi je suis dans un petit club de la FSGT à Montreuil avec Flora. On est 150 ou un truc comme ça sur un tout petit mur, un peu minable. Et puis on a aussi des clubs qui ont un très beau mur comme Rock 14 où ils sont 800. Ce que je constate, c'est que quand la vie associative est féconde, disons qu'elle est très conviviale, les gens partagent, etc. Donc je laisse tomber le côté de Rock 14. Mais par exemple, mais même dans tous les clubs que je vois, moi, hein, mais il y a un développement de la pratique en falaise, à moi que je trouve étonnant. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien avoir démarré en mur. C'est la plupart maintenant des grimpeurs modernes, ils ont démarré en résine. Mais il y a une passion
et un intérêt pour la falaise, et les projets n'arrêtent pas de se développer. Donc tout dépend, à mon avis, de l'esprit dans lequel on forme les gens en mur. Et je pense que si on valorise l'apprentissage de la grimpe en tête tout de suite et pas repousser ça à l'éternité, mais ça produit un développement incroyable. Par contre, il y a des clubs, je connais des clubs, je ne vais pas les citer, où en fait, qui sont très très bien encadrés, mais où les gens n'apprennent pas à grimper en tête. Mais ils sont encore, au bout de 3 ans, ils vont toujours pas en falaise. Je veux dire, dans nous, c'est différent. Au bout d'1 an, les débutants, ils organisent des sorties falaises. Donc, pour moi, là, le développement en résine, là, j'ai une petite nuance avec Gilles, n'est pas forcément contradictoire avec, voilà, ça peut créer des adeptes de la falaise. Moi, je le vois empiriquement. Alors, c'est peut-être pas vrai dans les salles privées, mais dans les salles associatives, dans certains cas, ça marche. On a une autre remarque au premier rang. Oui, moi je voulais revenir sur ce que tu disais, Lucien, sur la perte de sens. Je m'appelle Tom, je travaille à Mountain Wilderness et je grimpe principalement en falaise. Et une des choses qui me marque personnellement, c'est le fait qu'on doive désormais faire des travaux d'aménagement pour construire des nouveaux parkings parce que les petits parkings avant ne permettent pas d'accueillir toutes les voitures. Et dans ce sens-là, de perte de sens, en fait, on va dans un milieu naturel pour se ressourcer, pour profiter du paysage ou juste pour grimper et faire sa croix. Mais on veut y aller vite et donc on perd, comment dire, cette conscience que notre impact individuel en y allant en voiture, en fait, crée un impact collectif qui est plus de bétonisation, plus de pollution, plus de conflits avec les propriétaires locaux pour les parkings. Et moi, je sais que là où j'habite, dans le Vercors, c'est une problématique majeure qui n'est pas seulement liée aux salles d'escalade indoor. Mais ça c'est le gros point noir au niveau de la pratique de l'escalade, c'est les transports, hein. Ça, c'est clair. Mais c'est très général. La société dépend des transports. Et la voiture est pour l'instant encore le moyen pour tout. On va faire ses courses. Les supermarchés, ils sont hors de la ville. Donc si on n'a pas une bagnole, on ne peut pas aller faire 2 caddies. On est obligé de prendre un petit sac et en revenir. Et bon, c'est pas possible. Donc toute la vie est organisée autour de la voiture. Mais ça date de 40 ans déjà. L'aménagement du territoire, ça ne va pas se refaire à l'envers facilement. Donc l'escalade, comme les autres, sont touchés par ce mouvement-là, bien évidemment. Mais si l'habitat avait été pensé autrement, si les modes de transport avaient été pensés autrement, avec des transports collectifs bien organisés en province, etc., il y a plein de choses qui n'existeraient pas. Donc ça, c'est pas spécifique à l'escalade, c'est spécifique à l'organisation globale de la société qui a fait du transport, en fait, du carbone, de l'essence, du pétrole, le facteur principal sans lequel la société ne se développe pas. Et comme le développement reste encore l'alpha et l'oméga de tous les politiques, eh ben, on continue dans cette voie-là. 2024, c'est l'année où on a le plus émis de gaz à effet de serre. L'année n'a jamais été aussi chaude. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas dans le bon sens. Alors, l'escalade participe comme les autres. On continue à prendre les voitures parce que, bah oui, on est presque obligé, si on veut aller grimper, sauf à avoir une falaise près de chez soi et qu'on puisse y aller en vélo facilement, la grande majorité, mais ce n'est pas le cas la plupart du temps. Donc ça, à mon avis, ce n'est pas quelque chose à mettre au défaut de l'escalade, c'est quelque chose à mettre au défaut de l'organisation générale de la société qui dépend précisément d'un certain nombre de décisions qui ont été... Alors, en plus, pas forcément prises pour des mauvaises raisons. Hein. Quand on a décidé d'aménager des territoires dans les années 50-60 en promouvant l'habitat individuel, eh ben, ça a créé une dépendance à la voiture qui n'était pas anticipée sur l'environnement, parce qu'à l'époque, on ne se posait pas ces questions-là. Et on s'aperçoit aujourd'hui que ça a été finalement une très mauvaise décision. Mais du coup, le retour en arrière est vraiment pas facile, quoi. Mais ce n'est pas à cause de l'escalade. L'escalade, on pâtit comme les autres. Il va être temps de conclure. Est-ce qu'on a le temps de prendre une toute dernière remarque? Non, pas, désolé. Du coup, merci d'avoir suivi cette discussion, d'avoir participé aussi. On est très content d'avoir eu autant de remarques et de témoignages, de trucs auxquels on n'avait pas forcément pensé en plus. On espère que ça vous a intéressé. On n'a pas donné beaucoup de réponses, hein, bonnes ou mauvaises nouvelles. Voilà, c'était pas évident, mais voilà, on a donné des éléments de réflexion sur le sujet. Merci beaucoup.